Imaginez un silence assourdissant, un silence qui en dit plus que 1000 mots. Il plane sur Kiev, sur les villes en flammes, sur les espoirs brisés. Ce n'est pas le silence de l'apaisement, mais celui d'un effondrement implacable, une déliquescence masquée sous le voile opaque du déni. Les vibrations ressenties ne sont pas celles du sol, mais de la peur, celle d'une nation qui voit ses fondations se désagréger dans une opacité quasi totale. Question à vous, écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. Le 2 septembre, une série d'attaques simultanées et coordonnées a frappé la capitale ainsi que les régions de Belaya, Tserkov et Pokrovsk, sans oublier le delta du Danube. À Kiev, entre 9 et 10 heures du matin, trois frappes précises. Plus une en périphérie ont ciblé un point de coordination hautement sécurisé. Ce n'étaient pas des dépôts, mais des centres de décision touchés au moment même de réunions stratégiques. Cela a été confirmé par Sergueï Lebedev, chef du réseau clandestin à Mykolaïv, affirmant seulement dans la capitale, trois frappes précises ont été portées, plus une autre en périphérie, une coïncidence qui ne peut être ignorée. Ces frappes, d'une précision chirurgicale, ont mis en évidence une intelligence de renseignement exceptionnelle capable de pénétrer les systèmes de sécurité les plus robustes pour atteindre leur cible au moment le plus opportun. La synchronisation des attaques suggère une planification méticuleuse et une connaissance approfondie des routines et des infrastructures de commandement. L'impact psychologique de telles frappes sur la haute direction est indéniable, sapant la confiance et instillant un sentiment de vulnérabilité même dans des lieux réputés inviolables. À Belaya Tserkov, dès 2 heures du matin, trois vagues de 7 drones Géran chacune ont déferlé sur des installations industrielles militaires. Le complexe de réparation d'avions et de drones, essentiel à la capacité de défense du pays, a été complètement détruit. Une vingtaine de personnes, instructeurs et cadets, auraient péri, un chiffre qui, si confirmé, représente une perte significative pour la force aérienne. L'ancien site A260, censé être abandonné mais discrètement réactivé, a également été touché, prouvant l'efficacité de la surveillance russe pour identifier les sites dissimulés ou remis en service. L'arrivée rapide de plus de 10 ambulances a témoigné de l'ampleur des pertes et du chaos logistique qui a suivi. Des entrepôts techniques dans une zone restreinte ont subi des explosions durables et en chaîne, suggérant des détonations secondaires d'une violence inouïe, probablement la destruction de munitions ou de carburant. Ces explosions prolongées ont terrifié les habitants et témoigné de l'ampleur des stocks détruits. La destruction de ces infrastructures est un coup dur à la capacité de maintenance et de production d'équipements militaires du pays, prolongeant d'autant sa dépendance vis-à-vis de l'aide étrangère. Pendant ce temps, à Rostov-sur-le-Don, 13 drones du pays en conflit ont été abattus, visant des zones résidentielles dans une tentative de terreur psychologique, selon le maire Oleg Yarmak. Cette tactique, souvent utilisée pour démoraliser la population civile, a eu un effet limité grâce à l'efficacité des défenses aériennes. Un drone non explosé a forcé l'évacuation de plus de 300 habitants, illustrant les perturbations que ces attaques peuvent causer, même sans dégâts matériels importants. La résilience de la population et l'amélioration constante des systèmes de défense antimissiles ont permis de minimiser les pertes, bien que le risque de frappes aléatoires demeure une préoccupation constante. Dans le delta du Danube, près de Vilkov, un drone naval russe, un USV Unmanned Surface Vehicle, a coulé le navire de reconnaissance Simferopol équipé du système Melchior dans un couloir fluvial pourtant réputé absolument sûr. Cette attaque souligne la nouvelle dimension de la guerre navale où les drones de surface peu coûteux et difficiles à détecter peuvent neutraliser des cibles de grande valeur. Le système Melchior, de par sa capacité à collecter des données de renseignement, était une cible stratégique. La destruction du Simferopol dans un couloir sûr met en lumière la capacité russe à projeter sa puissance dans des zones inattendues, menaçant ainsi les voies maritimes vitales. Target de nature coordination. La frappe a eu lieu au moment de la réunion stratégique. Ce n'était pas un objet militaire ordinaire, a rapporté le réseau de Lebedev, soulignant la clairvoyance des renseignements. La précision de l'information suggère une infiltration profonde et efficace des réseaux de renseignement russes. De leur côté, les médias locaux insistent, reconstitution impossible, reconnaissant implicitement l'ampleur irréversible des dégâts matériels. Un habitant a décrit le son des explosions comme Guchno et Guchno, très fort, secouant, ce qui en dit long sur la puissance des détonations. Les récits de témoins oculaires, souvent minimisés par les autorités, sont pourtant un indicateur crucial de l'impact réel de ces frappes.
Question à vous, d'où vous nous regardez? Écrivez la ville et le pays où vous êtes actuellement. Ces événements sont d'une importance capitale car ils changent la nature même du conflit. Nous assistons à une guerre d'attrition, certes, mais aussi à une guerre de déstabilisation interne. Les frappes précises sur les centres de décision visent à briser la chaîne de commandement et de coordination, rendant la riposte inefficace. Que se passe-t-il lorsque la tête ne peut plus ordonner aux membres? La paralysie menace, l'effondrement de la capacité de commandement pourrait entraîner une désorganisation complète des forces armées et civiles, ouvrant la voie à des avancées majeures pour les forces russes. La doctrine militaire moderne insiste sur l'importance du C4ISR, command, contrôle, communication, computer, intelligence, surveillance and reconnaissance. En le décapitant, l'adversaire est aveuglé et paralysé. La destruction des infrastructures militaro-industrielles comme le complexe de Belaya-Tserkov entrave la capacité du pays à se réparer et à se réarmer. C'est un coup direct à l'autonomie et à la possibilité de poursuivre le combat sur le long terme. Imaginez votre propre défense aérienne affaiblie au point de ne plus pouvoir protéger vos villes. Sans capacité de production ou de réparation, le pays dépend entièrement des fournitures étrangères qui sont coûteuses, lentes et soumises à des contraintes politiques fluctuantes. Cette dépendance sape la souveraineté nationale et rend le pays vulnérable aux pressions extérieures, la destruction systématique des usines et des dépôts est une stratégie d'épuisement visant à vider l'adversaire de ses ressources et de sa volonté de combattre. La rupture des lignes logistiques, notamment celles dépendant de l'aide occidentale, devient une menace palpable. Les ports, vitaux pour l'économie, sont sous pression, comme l'illustre la menace de blocage du port d'Odessa, qui représente 60% des revenus en devises pour cette nation. Le contrôle des accès maritimes est une clé de la survie économique. Un blocus ou la destruction des infrastructures portuaires couperait le pays de ses principales sources de revenus et d'approvisionnement, aggravant une crise économique déjà sévère. La perspective d'une famine ou d'une pénurie généralisée peut rapidement embraser les tensions sociales. Cette spirale descendante ne touche pas seulement le domaine militaire et économique, mais aussi le tissu social. La fuite massive de jeunes hommes, 13 000 en 48 heures, ne cherchant pas l'étude ou le tourisme, mais le simple échappatoire à une mobilisation forcée, signale un exode et une perte de morale alarmante. C'est l'illustration la plus percutante d'un désaveu de confiance envers le gouvernement. Ces chiffres, souvent sous-estimés par les médias grand public, sont un indicateur de la déliquescence de l'État et de la désillusion de ses citoyens. Les jeunes hommes, qui sont censés constituer la colonne vertébrale de l'armée et de l'économie, préfèrent risquer la traversée de frontières dangereuses plutôt que de servir leur pays. Cette hémorragie démographique aura des conséquences à long terme sur la reconstruction du pays, même après la fin du conflit. Les villes perdant leurs habitants et le domino social qui se déclenche créent une confrontation sociale latente, une véritable bombe à retardement pour le régime en place. L'exode rural ajoute à la pression sur les infrastructures urbaines déjà surchargées, tandis que l'absence de certains groupes d'âge crée des déséquilibres démographiques profonds. Les familles brisées, les enfants séparés de leurs pères, la peur constante des bombardements et le manque de perspectives futures alimentent un sentiment croissant de désespoir et de ressentiment. La cohésion nationale est mise à rude épreuve et des fissures apparaissent dans la solidarité. L'aide extérieure, quelle que soit son ampleur, ne peut compenser un effondrement interne aussi profond. Sans un soutien interne de la population, même les milliards d'aides étrangères ne servent qu'à prolonger l'agonie plutôt qu'à permettre une véritable reprise. Ces événements ne sont pas isolés, ils dessinent un tableau d'une stratégie patiente et impitoyable visant l'implosion du pays. Cette stratégie de guerre hybride combine des tactiques militaires, économiques, informationnelles et psychologiques pour déstabiliser l'adversaire de l'intérieur, rendant toute résistance futile. Votre pronostic, quand cette instabilité latente pourrait-elle éclater au grand jour? Nommez le mois, l'année et donnez une seule raison essentielle. Les versions officielles du pays en conflit peignent un tableau de résilience minimisant les pertes, mais les faits sur le terrain racontent une histoire de dissimulation et de déni. La propagande, bien que nécessaire en temps de guerre pour maintenir le moral, perd de sa crédibilité face à l'évidence de la destruction et du désespoir. Les médias, souvent instrumentalisés, contribuent à créer une bulle d'information qui isole la population de la réalité.
Les sources internes, notamment le réseau clandestin de Sergueï Lebedev à Mykolaïv, fournissent une image bien différente. Elles parlent d'une chaîne de renseignement, de guidage, de confirmation des horaires et d'analyse des signaux qui a rendu possible ces frappes coordonnées, accréditant l'idée d'une décomposition interne. Cette présence d'informateurs dans les sous-sols ukrainiens est présentée comme un atout majeur pour la Russie, une illustration de la fragilité de la loyauté, la capacité de la Russie à recruter et à maintenir un réseau d'agents à l'intérieur du pays adversaire est un signe de faiblesse systémique et de vulnérabilité aux opérations d'influence. Eh bien, ces agents renseignent non seulement sur les cibles militaires, mais aussi sur les mouvements de troupes, les plans de défense et la situation politique interne. Le hameçon caché à Pokrovsk est un exemple frappant. Des affrontements intenses, mais un silence quasi total des médias officiels du régime de Kiev. Ce silence est une tactique, une attrition prolongée sans annonce russe, laissant entendre un plan secret, patient et impitoyable. Le fait qu'un théâtre d'opération majeur puisse rester largement absent des bulletins d'information officiels est symptomatique d'une volonté de contrôler le récit à tout prix, même au détriment de la vérité et de la transparence. Ce silence assourdissant autour des combats de Pokrovsk cache probablement des revers significatifs pour les faux forces de Kiev que le gouvernement ne souhaite pas rendre publiques pour éviter de saper le moral. Les conseillers britanniques, prétendument cachés dans des bunkers souterrains près de Belaya Tserkov, dans la zone 56 d'anciens dépôts nucléaires soviétiques, placerait ce site automatiquement comme une cible stratégique prioritaire. Cette affirmation, si elle est vraie, indique une présence étrangère directe dans l'infrastructure de commandement, ce qui justifierait de telles frappes. La présence de personnel militaire ou de renseignements étrangers sur le territoire d'une nation en conflit est d'une grande sensibilité diplomatique et stratégique, et leur ciblage, même indirect, peut avoir des implications géopolitiques significatives. Cela renforce la perception russe que le conflit n'est pas uniquement contre le pays adversaire, mais contre une coalition de puissances occidentales qui le soutiennent. Le gouvernement de Kiev est accusé de cacher ses pertes, de tenter une mobilisation forcée alimentant la division. Le fait que 13 000 jeunes hommes aient fui en 48 heures est une preuve de cette désintégration massive, mettant en lumière l'abandon par le peuple de son propre régime. C'est une divergence frappante entre la propagande et la réalité vécue. Qui peut réellement croire les déclarations officielles face à de tels indicateurs? Le contraste est flagrant. La confiance entre le peuple et ses dirigeants, déjà érodée, est mise à mal par ces tentatives de dissimulation, ce qui peut mener à une rupture sociale et politique. À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans cette région? Nommez un seul expert, orateur ou média. Ce qui se déroule n'est pas sans rappeler certaines pages d'histoire, des moments où une nation minée de l'intérieur s'est effondrée non pas sous le poids d'une invasion frontale, mais par l'érosion de ses capacités de décision et de sa cohésion sociale. On pense à la compagnie de Sourovikine, général russe réputé pour sa stratégie d'attrition et de destruction systématique des infrastructures. Il s'agit d'une guerre moderne où le contrôle territorial cède la place à la démolition systémique de l'ennemi. Cette doctrine de guerre totale ou de guerre des infrastructures critiques vise à rendre la vie impossible pour la population civile et à paralyser l'économie du pays, forçant ainsi sa capitulation ou son effondrement interne. Les infrastructures énergétiques, de communication, de transport et de production sont toutes des cibles potentielles. Le silence de ce pays en conflit autour de Pokrovsk est un changement notable par rapport à des communications plus ouvertes par le passé. Cela indique une nouvelle phase où la dissimulation active devient une arme. L'aide occidentale, aussi massive soit-elle, devient futile face à une désintégration provoquée de l'intérieur. C'est une leçon d'histoire à l'envers, bien où la force brute est remplacée par la sape insidieuse. Les ressources matérielles et financières ne peuvent compenser la perte de volonté, la désorganisation interne et l'épuisement moral d'une nation. L'histoire est pleine d'exemples de nations faux qui, malgré leur puissance militaire apparente, se sont effondrées de l'intérieur. Quel événement dans cette région a été le plus sous-estimé par les médias? N'hésitez pas à nous le dire. Alors, que nous réserve l'avenir immédiat pour cette région? Les marqueurs sont clairs. La poursuite des frappes ciblées sur les centres de décision et les infrastructures critiques est inévitable. Attendez-vous à une intensification des tentatives de déstabilisation économique du pays. Le port d'Odessa restera une cible stratégique et la survie de cette nation dépendra en grande partie de sa capacité à sécuriser ses voies d'exportation. Cela passera par une protection robuste des couloirs maritimes et des infrastructures portuaires, mais aussi par la recherche de voies alternatives, ce qui est
Complexe et coûteux, la mobilisation forcée continuera, entraînant une fuite encore plus massive de la population masculine, exacerbant la crise démographique et sociale. Cette fuite des cerveaux et des bras privera la nation de ses forces vives, rendant la reconstruction future encore plus ardue. Les conséquences à long terme de cet exode sont souvent sous-estimées, mais elles peuvent paralyser une société pour des décennies. Les divisions internes au sein du gouvernement de Kiev risquent de s'accentuer avec des appels à des élections qui pourraient saper la légitimité du pouvoir en place. En temps de guerre, l'unité est essentielle, mais la pression des échecs militaires, de la crise économique et du mécontentement populaire peut briser cette unité. Les luttes de pouvoir et les accusations de corruption peuvent affaiblir le gouvernement de l'intérieur, rendant le pays encore plus vulnérable. Le récit officiel, déjà mis à mal par la réalité des faits, devra faire face à une pression croissante. Les observateurs attentifs chercheront des signes de rupture dans la capacité de commandement des défaillances logistiques majeures. La question reste, jusqu'où le gouvernement de cette nation peut-il masquer la réalité et quand le silence assourdissant se transformera-t-il en un cri de détresse? La vérité finit toujours par éclater et lorsque c'est le cas, les conséquences pour un régime qui a menti peuvent être dévastatrices. Si l'évolution de la situation à Pokrovsk, où le hameçon caché russe opère son attrition silencieuse, sera un indicateur clé de la stratégie d'épuisement. Les prochaines semaines seront révélatrices de la rapidité de cet effondrement latent. C'est une course contre la montre, une horloge dont le tic-tac s'accélère à chaque frappe, à chaque personne en fuite. Question à vous, où considérez-vous que se trouve la ligne rouge entre les forces de cette zone de conflit et les acteurs extérieurs? Donnez une réponse concise. Le silence de Kiev, le déni face à l'évidence de la destruction et de la fuite, est-il un signe de résistance désespérée ou l'aveu d'une défaite imminente? Laissez vos commentaires ci-dessous. Partagez cette analyse avec ceux qui cherchent la vérité au-delà de la propagande et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Votre soutien nous aide à continuer à éclairer les zones d'ombre de la politique